On se parlait de ces deux empreintes qui viennent de se déposer et de cette envie qui naît pour vous à ce moment-là de se dire je vais avoir et je veux avoir mon chez moi et mon adresse et de cette perspective qui commence à se dessiner. Qu'est-ce qui va vous y emmener après Rollinger? Une opportunité de reprendre un restaurant dans un petit village à côté qui s'appelle le Caveau d'Eguisheim, qui est le temple qui ne l'est plus aujourd'hui, mais qui à cette période-là était le temple de la choucroute en Alsace, quoi. Donc je reprends une maison qui appartient à 6 vignerons au cœur du vignoble, en plein cœur du vignoble, qui appartient à 6 vignerons. Donc j'ai que 6 vins à la carte. J'ai que 6 noms, pardon. 6 vins. J'ai que 6 noms à la carte et puis j'ai pas d'argent, donc il me laisse. C'est Jean-Pierre Heberlin qui, pour moi, téléphone à un banquier qui lui dit j'ai quelqu'un d'extrêmement, pour avoir un peu d'argent, qui se porte caution, mais pas avec la signature, mais qui se porte caution du nom qu'ils ont pour me soutenir là-dedans. Mais comment elle arrive cette adresse? Pardon, parce que vous êtes à l'autre bout de la France pour l'instant, vous êtes chez Rollinger, vous êtes face à la mer, et là on se parle de revenir dans l'Est, en l'occurrence. C'est ça. Pourquoi cet endroit et comment on arrive là? J'appelle en cuisine à l'auberge de Lille, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, donc quand tu voulais parler à quelqu'un, un copain, t'appelais en cuisine directe. Et Paul Heberlin, j'ai eu Paul Heberlin au téléphone et qui m'a dit il y a le Caveau d'Eguisheim qui est à reprendre, est-ce que ça t'intéresse? Et donc voilà, alors je me retrouve j'ai fait 1 an et demi chez Rollinger, j'y serais certainement resté. Je m'y plaisais beaucoup, quoi. Et puis après, je suis quelqu'un qui sait prendre des décisions très rapidement, ça me caractérise aussi. Tranche. Ouais, tout de suite, ping. Et donc j'ai tout de suite dit ouais, c'est l'occasion. Et je me sentais prêt. Et là, vous aviez quel âge? 26 ans? Je suis 80 ans, j'ai un peu plus... Vous allez me dire 27. 10, 20, 24... ouais, j'ai 26 ans, je vais sur 27 ans, ouais. 26 ans. C'est jeune. Ouais, c'est jeune. Disons que c'est jeune dans le parcours de la haute gastronomie, quoi. Mmh. C'est jeune pour pour acquérir une véritable identité. Mais on y trouve quoi et vous faites quoi? Parce que c'est quand même vertigineux. Vous venez de quitter Rollinger, avec une cuisine tournée vers la mer. De pêcher, puis là j'arrive dans la choucroute et dans le chifala et dans les Laverknempfla, Artepfeldacha et je fais que ça, quoi. Je fais qu'une cuisine. Vous vous mettez dans cette veine. Ah ouais, avec autant de plaisir. Hein. Ouais. Bon, en même temps, vous devenez votre propre patron, quoi. Donc il y a quand même, quoi qu'on dise, même quand on est chef quelque part ou responsable quelque part, il y a cette différence quand vous devenez pour vous-même et que c'est votre argent, c'est votre vision, c'est votre personnalité qui est complètement, c'est quand même, il y a quand même quelque chose. Donc j'apprends déjà à gérer une entreprise, Il y a combien de personnes autour de vous en cuisine? Vous avez recruté des gens? C'est une petite brigade? Ça représente il y a quoi, que une personne ou 2 personnes. Je reprends ça tout seul au départ et puis j'achète quelque temps après, peut-être 8 mois ou 1 an après, j'achète une petite maison en face de restaurant et cette maison, je la transforme en hôtel. Et mon frère étant architecte, il est en fin d'études, il est en dernière année, je lui demande de venir avec le patron chez qui il travaillait, de venir transformer cette maison en petit hôtel de 10 chambres. Et donc c'est là, mon frère commence à se passionner par le monde du vin. Il vient m'aider un premier week-end, un deuxième, il y a l'économie qui rentre dedans d'ailleurs, et puis on était assez fusionnels depuis notre jeunesse. Et donc voilà, on commence à travailler ensemble. Et on a travaillé jusqu'en 2016 ou 2015 ensemble ici, ouais. Ah ouais. Ouais, on a travaillé 10 ans ensemble, à vrai dire. On a construit 10 ans, ouais, 20 ans aussi, pardon. Vous parlez d'une fibre quand même
assez entrepreneurial parce que on a décliné les choses que vous avez faites avant, où vous êtes dans l'apprentissage d'un métier, de celui de faire de la main d'un cuisinier. Et là, vous basculez du jour au lendemain dans celui qui est un autre métier, celui de chef d'entreprise. Et vous parlez de cet achat que vous allez faire en plus, qui est de l'hôtellerie, s'adjoindre à la restauration, seulement 1 an après avoir découvert. C'est plutôt rare quand même. Parce que déjà, vous devez appréhender un truc, être votre propre patron, gérer une cuisine, avec tout ce que ça implique. Et vous, au bout d'1 an, vous avez aussi... Ouais, j'avais aussi en même temps cette fibre d'entreprendre. Je suis un peu à mon niveau naturellement. J'aime bâtir, quoi. J'aime faire les choses et puis j'aime les défis aussi, voilà. Donc il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui me. Il faut toujours que j'ai un défi devant moi, quoi, à vrai dire. Il faut toujours que j'ai envie toujours de faire quelque chose ou d'améliorer, voilà. Et donc voilà, je crée un petit hôtel qui s'appelle l'Hostellerie du Château, qui est à côté du château Léon IX. Aujourd'hui, on a un nouveau pape qui est Léon XIV. Ça, c'est le pape Léon IX. Donc, a vécu dans ce petit village et dans ce château qui est passé par là. Et donc, j'achète une maison qui est face au château. Superbe emplacement et tout ça, tout va bien. Et puis, on a construit ça et voilà. Et on est resté à Eguisheim en construisant quelque chose, en se faisant un nom. On a réussi à se faire un nom sur l'Alsace. Attention. Disons-nous que quand vous arrivez en Alsace, c'est pas facile du tout d'arriver en Alsace et de s'installer et d'y faire son nid parce qu'il y a énormément de traditions. On est dans une région un peu germanique où les choses sont très figées, mais en même temps c'est là où j'ai envie d'être. Hein. Ouais. Je veux vous dire. Mais il faut prouver. Ouais, peut-être. Faut prouver. Peut-être, ouais. Vous vous dites quoi à ce moment-là quand vous ouvrez cette nouvelle page? Est-ce que vous vous souvenez, vous êtes dit ou rêvé de l'endroit que vous voudriez dessiner, de la cuisine que vous voudriez y faire? C'est quoi l'intention qui vous guide? Quand on arrive ici, on reconstruit quelque chose. C'est de continuer à aller voir les gens qui nous entourent, c'est-à-dire producteurs, éleveurs, fournisseurs, quels qu'ils soient. C'est de revoir la proximité. La proximité, c'est d'aller comprendre qui peut nous fournir, là, qui fait ces beaux produits et tout ça. Et puis tout simplement faire du commerce. Il y avait une logique quand j'étais plus jeune, c'était tu fais du commerce avec les gens qui sont autour de toi et tu crées cette énergie dans le commerce et ça, je pense le confinement a eu ce bienfait, c'est que nous a fait comprendre que la proximité avait beaucoup d'importance, quoi. Donc je recrée ça de nouveau ici, je remets ça en place ici, et donc je découvre un autre monde qui continue à me plaire forcément, mais qui me plaît beaucoup plus parce que je m'exprime beaucoup plus, je suis chez moi, je construis encore quelque chose d'autre et voilà et puis on s'épanouit toutes ces années, arrivent les premières compétitions du MOF. C'est ce que j'allais dire, parce que là on se parle des débuts des années 2000 et le MOF va arriver finalement quelques années plus tard. Je le fais en 2000 la première fois. Bon là, j'étais entre le départ d'Eguisheim et l'arrivée ici. Je le fais la nuit. De toute façon, les 3 MOF que j'ai fait, je les ai travaillés la nuit. Le 3e un peu moins. Je me suis un peu mieux organisé. Et le 2e en 2004. Après, c'est facile de le dire. Aujourd'hui, je suis meilleur ouvrier de France, donc je peux vous raconter un peu ce que je veux. Mais je pense que j'étais déjà prêt pour réussir ce concours. Sauf que j'ai pas eu de chance au dressage. J'ai cassé mon plat. Enfin, il y avait une timbale de macaroni avec des crêtes de coque, des quenelles et une sauce poulette. Au dressage, j'ai cassé cette timbale de macaroni et puis naturellement, comme c'était de la nouille qui faisait le contour de la tarte, ma sauce tenait plus dedans. Donc c'était mort, c'était foutu, quoi. C'est un moment qui doit être particulier parce que le MOF, c'est un rendez-vous, c'est une exigence, c'est une préparation et c'est un rendez-vous qui ne revient qu'épisodiquement puisque c'est tous les 4 ans. Donc quand arrive un moment comme ça, alors que vous êtes préparé... Ouais, c'est beaucoup de préparation, ouais. C'est beaucoup de travail et puis... Et là, en une seconde, ça s'arrête. Ouais. Mais j'ai quand même continué.
Je suis quand même allé jusqu'au bout. Je pense que c'est important. Pour moi, c'était important d'aller jusqu'au bout. J'ai dressé mon dessert et puis après, je savais que c'était mort, mais je tenais. Et quelque part, j'ai bien fait parce que je sais qu'en faisant ça, je me suis montré et j'ai montré aux jeunes qui m'entouraient que faut pas baisser les bras. Comment on se remet en selle après une épreuve pareille? Parce que mine de rien, c'est très difficile moralement. Et puis après, il faut revenir chez soi avec cette truc de se dire je suis passé juste à côté, reprendre la réalité du quotidien avec la difficulté. Vous doutez, hein. Ben ouais. Le doute s'installe. Est-ce que vraiment tu y arriveras? Est-ce que t'es assez fort pour y arriver? Est-ce que t'as la capacité d'y arriver? Mais comme je suis quelqu'un qui doute pas beaucoup, au fond de moi, qui a toujours cette envie de remise en question, c'est toujours cette envie de continuer à m'améliorer, à trouver le petit truc qui fait que ce sera le bon, quoi, tout simplement. Quelque part, je suis ambitieux, quoi, mais c'est pas une ambition qui est néfaste, c'est une bonne ambition. Donc vous dites, j'y retournerai. Ouais, quoi. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Par contre, quand j'y retourne la troisième fois, je me dis, je mets les choses en place, et là, je fais différemment. Alors, je pense que j'ai suffisamment travaillé toute ma connaissance, toute la connaissance parce qu'à l'époque on avait, on l'a encore un peu, mais à l'époque on avait des questionnaires, vous savez, on passait à la Sorbonne et on avait des questionnaires et tout ça, et puis même, je pense que si vous n'avez pas de connaissances, vous pouvez pas réagir à la difficulté. Vous avez besoin d'avoir cette énorme connaissance en vous pour réagir à la difficulté au moment où vous devez changer, où vous devez réagir. Et tout ça fait que vous avez une confiance et vous pouvez réagir à tout ça. Et puis bon, surtout, je suis dans une entreprise où je dois continuer à la faire vivre et je dois continuer à faire vivre ma cuisine, à faire vivre mes équipes, et puis je m'entraîne en même temps là, quoi. Et arrive ce jour, donc. Et arrive ce jour, et je m'isole un peu, je m'isole un petit peu pour continuer. J'ai regardé ce qui se passait, mais là on est 2004-2007. Il n'y a pas du tout la vie dans les concours qu'on voit aujourd'hui. Même on n'a pas besoin d'aller au Bocuse d'Or. On commence à avoir des concours régionaux où on a déjà cette préparation, quoi. Les concours ont fait un bond de dingue. Et à l'époque, je me mets déjà là-dedans. Je me fais une petite cuisine séparée de ma cuisine. Et puis voilà, je m'entraîne là, j'ai les mêmes casseroles, j'ai les mêmes scies, et puis je prépare tout, et puis j'essaye d'organiser mon travail, et puis la détermination là pour le coup. Exactement, exactement. Et je suis arrivé le jour du concours, et j'étais vraiment bien, je me sentais bien, vraiment. Et puis il y a toujours dans un concours la confiance gagne, et quand la confiance est présente, vous pouvez transcender votre métier, votre travail, quoi. Ouais, là on sent que vous nous décrivez un jour où vous avez marché sur l'eau, là. Ça a tracé. Ouais, là. c'est un peu ça. C'est vrai, c'est bien décrit. J'avais envie ce jour-là, ça s'aligne. Il y a un phénomène, ouais, exact. Les planètes s'alignent, et on a en thème un jeune lièvre façon lièvre à la royale, un jeune lapin, façon lièvre à la royale, et il y a un ficelage très particulier à faire, il y a des farces très particulières à faire, et le ficelage fait que je fais un travail très minutieux, plutôt un ficelage de boucher. De boucher, ouais. Très, très haut niveau, et je vois que ça plaît, je prends toujours cet exemple, c'est pour ça que je vous raconte. Quand je parle à un jeune qui prépare un concours, quand je prépare un jeune à un concours, je prends toujours cet exemple de ce ficelage. Ce ficelage a fait que ça a retenu l'attention du jury. Et je l'ai mis dans mon frigo, et 5 ou 6 jurys, meilleurs ouvriers de France, venaient vers moi. Chef, est-ce qu'on peut voir votre lapin? Chef, est-ce qu'on peut voir votre lapin? Alors j'ai sorti une fois, ça m'a barbé la deuxième fois. Au fond de moi, je l'ai pas montré. Et la troisième fois, j'ai compris que ils étaient admiratifs du travail qui avait été fait. Et puis ça disait déjà quelque chose. Et déjà, ça disait quelque chose. Et après, ils avaient un regard différent sur mon travail. Donc la notation est très certainement plus simple. Oui. Que si on regarde le petit détail chez vous en disant tiens là il a fait une erreur, je vais lui enlever un point, là il a fait une erreur, je vais lui enlever un point. Alors que là moi-même j'étais en confiance, et là j'ai pu travailler
en toute sérénité, quoi. Donc vous pensez avoir fait le match, mais vous savez pas. Ouais, vous savez pas. Puis après, on nous annonce ça à huis clos. On se retrouve à huis clos. C'est quoi l'ambiance? C'est où? C'est à Thonon. Ouais. C'est à Thonon-les-Bains, dans l'école. Et puis on nous annonce, on nous annonce ça le deuxième jour. On est à huis clos. On va dire, on nous fout dans une pièce. Il y a le jury devant nous. Alain Ducasse fait sa première présidence. Ah oui. Il a repris la présidence derrière Joël Robuchon et Monsieur Bocuse. Et puis là, il décide d'annoncer les 9 lauréats à huis clos. Voilà. Puis il appelle les gens par ordre alphabétique. Et voilà, on est dedans, quoi. Je suis dedans et c'est énorme. Comment ça va s'écrire la suite? Parce que là, vous revenez avec ce titre qui, mine de rien, va vous placer et va vous... C'est pas rien, en fait. Enfin, je veux dire, là, vous rentrez dans un clan et vous revenez poser ce col que vous aurez désormais, mais vous le revenez le poser aussi dans cette maison qui est le Chambard. Donc ça va... Ouais, c'est beau d'arriver autour de vos équipes. Ouais. Parce que autant les étoiles, les titres, les tocs, toutes les récompenses qu'on peut avoir, elles sont vraiment liées à un travail d'équipe. Indéniable. On peut pas le penser autrement. Il faut toujours un manager, il faut toujours un capitaine, il faut toujours quelqu'un qui mène le bateau. Mais c'est le collectif. Évident, mais c'est le collectif. C'est le collectif d'une entreprise et c'est de la façon dont la personne a monté ce collectif que vous arrivez à décrocher des titres. Mais là, le MOF, vous êtes seul. Ouais. Vous êtes seul. Donc, quelque part, c'est très, très personnel. Et puis, quand on rentre là, bon, tellement de fierté pour sa famille, ma femme qui était là et qui était toujours en retrait, mes enfants tout petits, mes enfants étaient jeunes, hein. Ouais. Ma première avait 11 ans. 2007, elle avait 11 ans et ma seconde avait 7 ans, quoi. Donc c'était des bébés, mais pour eux ça a été énorme. Ouais. Énorme. Il s'est passé quasiment 20 ans entre le jour que vous décrivez et celui-ci où on enregistre. Il y a eu quoi comme... comment vous avez écrit les 20... Ouais, quasiment, il y a 18 ans qui se sont passés. Ouais, c'est ça. Ouais. Toujours autant de fierté en mettant ma veste le matin. Ouais. Toujours. Tous les matins, je mets ma veste avec, je vois ce col et je dis, voilà, j'ai toujours autant de fierté. Il faut être à la hauteur de ça. Oui. Oui. Et donc un titre, ça vous donne l'idée de vous dire, en fait, je peux me faire un peu confiance. Ou en tout cas, je peux m'écouter. Il se passe déjà 7 ans, à partir du moment, ou 6 ans, à partir du moment où on est arrivé jusqu'à là, on a déjà inscrit des choses, on a refait les cuisines qui sont là, on a quand même, mais en même temps, vous devez créer dans une maison comme celle-là, ou maison, mais en tous les cas, il y a une économie qui est en place, il y a une économie qui est très importante pour réussir une qualité de travail derrière. Parce que qualité de travail veut dire des équipes, veut dire du matériel, veut dire une possibilité d'avoir de beaux produits, et puis vous pouvez passer à des beaux produits quand vous en avez les moyens. Il faut pas. Donc ce qu'on se dit là, c'est qu'il faut structurer petit à petit, progressivement, et que la cuisine, elle est dépendante aussi d'autres choses. C'est-à-dire qu'on peut pas tout de suite vouloir claquer une cuisine. Par rapport à ma jeunesse, fait marche arrière dans tout ce que je voulais faire, aller très vite, tout ça. Ouais. Là, j'ai plus posé les choses, et puis là, j'ai d'abord privilégié la gestion d'entreprise. En même temps, j'ai essayé de créer tout ça en même temps. Et puis, voilà, ma vie après a fait que j'ai continué la personnalité que j'avais, c'est-à-dire construire. Il y a un tempérament, et oui, ça passe par la technicité, c'est ce qu'on se disait avant. Effectivement, il y a une grande technique, une grande délicatesse, et ce qui peut qualifier une table gastronomique, mais il y a aussi beaucoup d'identité et du caractère. Une envie de sincérité. C'est ce qui caractérise un peu ma vie depuis toujours. J'aime pas mentir, pas tricher, et je pense que votre cuisine, au bout d'un moment, c'est même pas, vous calculez pas, à vrai dire.
Vous la faites à votre personnalité. C'est pour ça que je vous ai dit que quand vous mangez un repas, quand vous prenez un repas chez un chef, je pense que bien souvent vous pouvez comprendre la façon dont il vit, quoi. Moi, je fais l'inverse ici. Je demande la façon dont il vit pour comprendre comment il cuisine. Je fais le chemin inverse. Ça. Est-ce que vous pouvez me dire un mot du rapport que vous avez justement à la chasse, à une époque où justement, et on en a déjà parlé ensemble, mais c'est intéressant de le faire entendre plus largement parce que c'est un sujet, c'est une démarche, c'est une ligne qui peut être clivante. Il y a des gens qui déjà, ne serait-ce par rapport à la viande, en rapport à ça, c'est une zone qui est pleine de clichés aussi. Moi, je vous ai déjà entendu me dire que justement cette viande, elle était, quitte à ouvrir la porte de la viande, quasiment incomparable. Mais est-ce qu'on peut en dire un mot aujourd'hui de la manière dont vous justifiez ce geste, qui est celui de prélever? On se parle de ça ce matin. Vous étiez encore à la chasse en montagne, donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de votre quotidien. Oui. Alors, ce matin, c'est l'ouverture de la chasse. C'est un peu comme l'ouverture de la pêche. Vous loupez pas l'ouverture de la pêche. On ne loupe pas l'ouverture de la chasse. Enfin, on ne loupe pas. On peut louper, mais après toutes ces années. Mais il y a 10 ans ou 15 ans, mais une dizaine d'années en arrière, cette identité, je l'avais, mais j'allais à contre-courant de tout, de tout ce qui pouvait se dire sur ce monde de la chasse, du gibier, du sauvage et tout ça. Et j'ai toujours gardé, en tous les cas, je crois que je l'ai accentué volontairement depuis une dizaine d'années parce que j'ai compris que c'était vraiment un produit qu'il faut faire connaître parce qu'on n'imagine même pas à quel point ça peut être fin, délicat et que de pouvoir manger une viande où vous connaissez la provenance, le sourcing, qui a du bien-être alimentaire, qui est bio, qui est sauvage. Parce qu'aujourd'hui, on mange 80% de notre alimentation animale et d'élevage. Donc ça faut quand même, c'est juste incroyable de le dire, mais moi, avec ma façon de travailler, je propose quasiment toute l'année, sauf 2-3 mois, c'est-à-dire en morte saison comme en ce moment, je propose que des viandes sauvages, au même titre que du poisson sauvage. Donc c'est juste énorme le travail qui est fait. On sait que dans une saison bien marquée, un peu comme le poisson, on peut faire le pendant avec les marins. Les marins vous ont fait comprendre qu'on peut manger certains poissons dans l'année et pas d'autres. Et ben le gibier, il faut exactement s'identifier à ça. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, on a tiré un chevreuil. Et ce chevreuil est sorti de l'hiver ou de l'hivernage depuis 2-3 mois. Il a les prés qui poussent, il a les fleurs qui poussent, le printemps est là. Comme une vache qui va au pré, elle fera un meilleur lait. Et ben là, ses chairs sont modifiées et ses chairs sont carrément une viande délicate, fine, subtile. Alors que si vous mangez le même chevreuil en plein hiver, quand il mange des racines et de l'écorce, et ben vous n'avez pas du tout la même viande. Donc tout ça, il y a une vraie connaissance qu'il faut avoir. Et là, le prélever au bon moment fait que vous avez des viandes. Et oui, c'est notre produit. Exceptionnelles. C'est notre produit. Si vous tirez un cerf en plein été, ça c'est complètement inconnu. Il y a personne qui connaît ça. Il y a qu'une région en France. Et il y a 2 régions en France et en Europe. Il y a l'Allemagne qui tire le cerf à partir de août, alors que dans toutes les régions de France, c'est à partir de fin septembre, voire d'octobre. Mais quand vous prélevez un cerf qui a fait 6 mois de pré et qui a mangé de l'herbe, ça mange jusqu'à 15 kilos d'herbe quand même. Prenez un cerf qui a mangé 15 kilos d'herbe pendant 6 mois, il a une chair que vous pouvez même pas soupçonner. Et nous, il y a qu'en Alsace qu'on peut le faire, puisqu'il y a qu'en Alsace que c'est ouvert. Oui, pas mal. Ouais. C'est le cerf que vous avez eu hier soir. Ouais, c'est ça. Donc ça, ce cerf-là, je l'ai prélevé au mois d'août dernier, puisqu'après après le mois d'août, en septembre, le cerf commence à aller au brame. Donc le brame, c'est la reproduction. Et là, il quitte les places
gagnage, c'est-à-dire les places où il vient passer l'hiver et le printemps, et il reste tranquille dans un coin. Il veut pas qu'on l'embête, il veut juste manger et se refaire. Ouais. Il veut refaire ses bois. Là, il quitte et il va au Brame, là où il y a les filles. Ouais. Donc, il bouge, bien souvent, il bouge d'endroit, puisque le mâle ne vit pas au même endroit que les femelles, Ouais. dans la majorité des cas. Et donc là, il ne se nourrit plus. Il fait que bramer, il perd entre 30 et 40% de son poids, son corps est en fièvre pendant 5 à 6 semaines ou voire plus. Et donc là, à la sortie, c'est plus de la viande, c'est du béton d'ailleurs. C'est pour ça que personne ne travaille le cerf, ou très peu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors que si vous le prélevez en plein été, je peux vous dire que c'est une autre viande. Ouais, je peux le dire. Il y a d'autres gens que vous avez convaincus, il faut qu'on en dise un mot quand même à la fin de cette histoire, c'est la critique, peut-être, et les guides, en l'occurrence, puisque cette maison, au-delà du col que vous avez gagné vous-même, cette maison, elle a aussi gagné le respect du Michelin, des étoiles. Ça représente le travail qui est fait au quotidien, quoi. Je veux dire, voilà, que ce soit effectivement le guide Michelin, le Goemio aussi, qu'a quelqu'un qui a beaucoup suivi la maison, et puis après, je pense que ces notes ou ces consécrations ou ces distinctions vous permettent de vous positionner et de dire voilà, c'est bon, on l'a fait. Maintenant, passons à autre chose, allons autre part, enfin, passons cette étape. Et tant que vous ne l'avez pas atteint, vous pouvez pas continuer à inscrire ou écrire quelque chose d'autre. Ça donne envie de revenir. Merci, chef. Merci à vous. Je vais vous le dire simplement, mon passage au Chambard remonte à 2 mois maintenant et je pourrais vous en décrire chaque minute. Je pourrais vous parler de l'accueil de l'équipe, de ce que j'ai eu la chance de découvrir à la table du chef, je pourrais vous parler du whisky que j'y ai bu au cours du dîner, de ces accords justement pensés par Jean-Baptiste, de ce moment suspendu, passé au matin, avec le chef, dans cette salle ornée des trophées qui marquent une vie de chasseur. Rarement, j'ai vu une maison de ce niveau si incarnée. Il y a là un propos des partis pris partout. Dans l'assiette, évidemment, dans la déco et l'art choisi subtilement par un chef passionné qui n'en fait pas un sujet. Et c'est là que les choses touchent. Chez les Nasty, on fait, mais on ne fait pas pour dire. On est modeste, mais on chemine et en profondeur. Et on veut faire bien. On peut parler, mais ce n'est pas l'idée. Il y a là une vision, et bien construite, qui plus est, mais pas de discours, à moins qu'on aille, comme moi, le chercher. Rarement je n'ai vu autant de talent côtoyer autant de simplicité. Et je vais vous dire ce qui s'est passé après l'enregistrement, car c'est rarissime. Le chef m'a fait visiter tout le restaurant, ok. Puis la boulangerie qu'il a collée aux cuisines et qui fait le bonheur de tous les passants. La chocolaterie qui là aussi ravit ceux qui en poussent la porte. Tiens, un mot d'ailleurs à propos de ce qu'on y trouve. Il y a là des carrés bonbons qui reproduisent le relief de la région, des manalas, hommage également, des tablettes à bluffer les plus grands amateurs, bref... C'est une destination dans la destination, donc on a tout visité et souvent j'ai la chance de faire ça avec les chefs qui tous me reçoivent avec une grande générosité. Mais là, une fois la visite terminée, c'était l'heure de déjeuner. Et souvent, dans la plupart des cas en tout cas, les chefs me réservent une table pour me faire déjeuner, très gentiment avant de se retirer. Mais Olivier Nasty est resté et il s'est assis et comme il le dit dans cet épisode, on est passé à table, tous les deux. Pour partager un moment, pour se connaître un peu, pour parler de tout, de rien, pour aller plus loin dans le lien. Et ainsi est arrivé l'après-midi. Et jusqu'à mon départ, il est resté à mes côtés. Et ça fait partie des moments qu'on n'oublie jamais. Merci, chef, pour cette journée pleinement partagée. Merci pour ce récit. Merci de nous en avoir appris sur la chasse et la cuisine au sens large. Merci d'avoir dit votre vision, votre rigueur et l'humilité qui peut sans contraste accompagner l'excellence. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis sûr que, comme moi, cet épisode vous aura particulièrement touché. Il ne se passe pas une semaine sans que depuis, je ne recommande 2, 3, 4 fois d'aller à Kaysersberg, au Chambard, pour vivre cette expérience de table. Pour les étoiles, mais pour la Weinstube, pour la boulangerie, ce pain, pour les chocolats. Parce qu'aller là-bas, c'est découvrir tout un univers sincère. Pas une marque ou un concept, non. Une sincère intention.
Allez, vous l'aurez compris, on ne repart jamais vraiment du Chambard, je vous l'avais dit, on reste marqué par Olivier Nasty. Notez ce podcast sur votre plateforme si vous ne l'avez pas déjà fait, envoyez-moi un message pour me dire ce que vous en avez pensé, prenez un billet pour Colmar et dans le train pour y aller, parlez à votre voisin de votre podcast préféré. Salut!